m'appelle Sylvie Joseph, je travaille donc dans le groupe La Poste, plus particulièrement rattaché à la branche numérique, et j'ai la charge d'un programme qui s'appelle Programme de transformation interne, puisque la branche numérique, au-delà de ses activités opérationnelles business, gère 3 grands projets transverses pour le compte du groupe, dont celui-ci. Et donc, tu m'avais demandé de partager effectivement des aspects de pratique au travers de ce qu'on peut observer dans le cadre de nos activités du programme de transformation interne, puisque on opère des transformations donc entre guillemets sur le postier, sur l'humain, donc des aspects de transformation culturelle, également un travail de plus en plus approfondi, puisqu'on joue un peu le rôle d'incubateur pour nos collègues de l'ARH sur la lecture, puisque nous, notre point d'entrée, le point de lecture, c'est qu'est-ce que le digital change ou pourrait changer sur le travail en général et celui des postiers en particulier, et avec tous les sujets associés, hein, évidemment. Et donc, on a un certain nombre de projets, d'expérimentation, puisqu'on fonctionne essentiellement à base d'expérimentation, sur la quasi-totalité d'ailleurs de nos projets à la Poste. Et donc, on observe un certain nombre de choses, et notamment, tu m'avais demandé de partager les points de bascule qu'on voit frémir ou de manière avérée. Alors, moi, je me suis noté 6 points de bascule, enfin de frémissement, etc. Il n'y a aucun ordre hiérarchique là-dedans, ni d'importance, mais ce sont des sujets qui nous frappent, en tous les cas, qui nous occupent, au travers des expérimentations que nous menons, y compris donc des expérimentations autour de la collaboration, puisque c'est un gros sujet chez nous, à la fois collaboration au travers d'outils numériques, mais aussi au travers des espaces physiques, puisque vous le savez ou pas, nous allons par exemple nous sommes en train sur la région parisienne, nous sommes en train de regrouper 9 ou 11 sièges, je ne sais d'ailleurs plus, sur 3 sites. Donc il y avait 11 sites et on met les personnes sur 3 sites. Bon, ça c'est pas très grave, me direz-vous, il faut juste se tasser un peu. On les met en espace ouvert, puisqu'on n'a plus le droit de parler d'open space, donc en espace ouvert. Et ne tweetez pas ça, merci. Et surtout, on les dote d'un certain nombre d'outils numériques qui ne seront pas les outils définitifs d'ailleurs, puisqu'on aura nos outils définitifs à la fin de l'année, mais qui sont déjà une bonne transition, et notamment, par exemple, on supprime tous les téléphones fixes. Bon, il y en a un certain nombre d'entre vous qui me diront, mais oui, évidemment, nous, on n'en a plus depuis longtemps. Mais quand même, pour un certain nombre de nos collègues, ça va être une transition un peu secouante, avec donc voilà, plein d'outils collaboratifs dont ils vont avoir l'usage. Alors, moi, ce que je retiens, c'est, dans les expérimentations collaboratives qu'on mène déjà, c'est qu'on s'aperçoit quand même, avec relativement peu d'ailleurs de conduite de changement, parce que l'humain, avec un grand H, a ça d'extraordinaire qui finalement il s'adapte quand même énormément et assez rapidement, on a eu un vrai engagement social qui prend. Donc on a une expérimentation qui a été lancée il y a 2 ans, mais qui a vraiment pris son envol de manière importante il y a un peu plus d'1 an. Et qui regroupe aujourd'hui 11 000, c'est ça Grégoire à peu près, 11 000 collaborateurs, transbranches, ce qui est une grande nouveauté chez nous, de pouvoir parler à son voisin de la branche d'à côté. Et sans en passer par son chef, évidemment. Donc le sujet de l'engagement social et donc de ce qui est lié à ça, c'est-à-dire la prise d'initiative, le fait d'oser, prendre la parole, prendre une initiative, porter une initiative et l'animer sans forcément, effectivement, demander l'autorisation. On pensait que ça serait extrêmement long, lent, voilà, et peut-être même un échec. Et en fait, il s'avère qu'il y a un vrai besoin d'expression, au moins pour une part d'entre nous. Et typiquement, si je vous donne quelques chiffres, donc sur les 11 000 collaborateurs, il y en a un peu plus de 50% d'actifs. Ça, on est dans la norme de tous ceux qui ont des plateformes collaboratives, des réseaux sociaux. En revanche, sur ces donc quelques 6 000, on a à peu près 20% de personnes qui sont très engagées. Et là-dessus, on a 4% de gens qui sont vraiment des leaders. En sachant qu'on a eu, donc comme je le disais, très peu de conduite de changement, enfin c'était assez light. Et par contre, beaucoup d'échanges entre eux, beaucoup de pratiques, et quand même des animateurs qui organisent un petit peu les choses et qui suscitent l'envie. ENVIE.
Et ce que j'observe aussi, mais je vais enfoncer une porte ouverte, c'est que malgré tout, évidemment tout cela n'est pas inné, et que l'acquisition est importante. Là où ça change un peu notre vision, c'est qu'on pensait, nous, à l'origine, qu'il fallait beaucoup d'accompagnement descendant, on va dire, enfin organisé, modélisé, etc. Et en fait, le peer-to-peer, c'est ce qui marche le mieux, de très très loin. Et donc, il faut un peu laisser faire, faut amorcer la pompe, si j'ose dire, avec quelques leaders assez naturels qui vont ensuite développer. Et après, ça fertilise quand même beaucoup. Alors, le deuxième point de bascule aussi que je vois, et là, j'y ferai un petit parallèle politique, ou sociologique plus exactement, c'est qu'il y a un véritable besoin, mais très très fort, alors c'est peut-être particulier chez nous, d'expression et de reconnaissance de deux catégories de population qu'on écoute peu. Les opérationnels de terrain, donc au plus proche du terrain, et puis les experts, qui sont une catégorie de population qui est souvent mal reconnue et qui malheureusement, enfin en tous les cas, on n'est pas capable de les valoriser, de les reconnaître, et surtout de leur organiser souvent des parcours de carrière qui ne passent pas forcément par des logiques managériales, mais qui s'accompagnent en revanche d'éléments de rémunération, par exemple, qui pourraient être équivalents à ceux que l'on a dans la partie managériale, opérationnelle, management d'équipe. Et là, on voit qu'il y a un vrai besoin de valoriser la création de valeur qu'ils ont et ce qu'ils peuvent apporter. Et en l'occurrence, les experts, ils ont beaucoup de choses à apporter. Les gens de terrain aussi, c'est une nature différente, puisque là, c'est plutôt la voix du client. Et c'est extrêmement intéressant, d'ailleurs, de ce côté-là, que de l'organiser un petit peu. Et moi, ça m'amène à une observation parallèle de ce qui se passe depuis 2-3 ans, enfin un peu plus si on prend le cas de la Russie, mais avec la puissance des outils collaboratifs, c'est qu'on a quand même, et si vous regardez dans le politique, et je trouve que les élections américaines, les Podemos, etc., c'est très intéressant, mais les élections américaines aussi, c'est qu'il y a une déconnexion des élites par rapport à la puissance que porte la collaboration et la coopération, et là donc la capacité des foules à se fédérer. Alors, après, dans tous les sens. Hein, voilà. Et ça, c'est un vrai sujet, parce qu'il y a vraiment une distance qui convient de combler, à mon avis, assez vite. Et donc, si j'osais une recommandation, c'est que la conduite de changement, elle doit porter beaucoup plus sur les élites que sur les gens de terrain et les experts, qui eux prennent l'outil, ou les outils d'ailleurs, assez facilement et savent assez vite s'en servir en termes d'usage, hein, j'entends, technique, c'est pas le sujet. Troisième bascule, enfin, ou troisième point de perturbation, ou en tous les cas de questionnement, c'est l'engagement, ou le non-engagement d'ailleurs, des managers. Et ce que l'on voit aussi, c'est que ceux qui comprennent bien le système, et qui le prennent, qui s'investissent là-dedans, créent réellement de la performance, y compris donc de la performance économique, commerciale, etc., et pas juste de l'efficacité. Pourquoi ? Parce que quand ils l'utilisent bien, et quand ils sont eux-mêmes d'ailleurs porteurs d'initiatives, et donc ils deviennent assez vite, enfin, où ils redeviennent leaders, puisque normalement ils étaient censés l'être déjà, et qu'ils modifient donc leur façon de manager, et qu'ils sont beaucoup plus dans l'influence et le leadership que dans l'autorité, ça libère totalement évidemment la parole chez leurs collaborateurs et leurs pairs, le cas échéant. Ça crée de l'engagement et ça crée de l'innovation, parce que du coup on se permet, enfin, les collaborateurs se permettent beaucoup de choses, et quand ils l'organisent bien, c'est effectivement extrêmement performant. Mais ça repose, mais là j'enfonce aussi des portes ouvertes, mais on s'en aperçoit quand même là de manière extrêmement concrète, et on pourrait presque le quantifier, c'est que si on n'a pas un manager qui comprend ça, et qui met véritablement la confiance et l'autonomie et le lâcher-prise au cœur de son système de management, évidemment, on passe à côté du sujet, et évidemment, ça ne marche pas. En revanche, quand on a ça, on génère l'écoute, on génère le partage et le respect et la reconnaissance des connaissances et des compétences. Et là, c'est un formidable effet de levier. Et nous, on le constate, y compris avec des résultats commerciaux, qui, entre ceux qui font et ceux qui ne font pas sur les mêmes sujets, il y a juste pas photo. Alors après, la poule ou l'œuf, vous me direz, il y a peut-être d'autres facteurs exogènes, etc., ou endogènes, mais bref, il y a quand même, et sur des périodes très, très courtes, on voit vraiment les différences. Et nous, on l'a utilisé en plus, le réseau social là dont je parlais,
notamment sur une branche d'activité qu'il a utilisée pour déployer beaucoup plus rapidement sa stratégie. Et en fait, il s'avère qu'en faisant ça, ils ont partagé beaucoup plus vite la vision. Ils ont évité d'ailleurs au passage, ils auraient pu faire encore mieux d'ailleurs, mais ils ont évité au passage le phénomène de la traduction qui perd la substance au fur et à mesure qu'on descend dans les étages. Et donc là, il y avait une vision beaucoup plus directe de partager. Et donc du coup, une rapidité de mise en œuvre, une compréhension déjà, une appropriation, et une rapidité de mise en œuvre derrière, et donc une rapidité de déploiement. On l'avait d'ailleurs déjà constaté dans un projet beaucoup plus vieux, quand on avait utilisé les mêmes méthodes, on avait été extrêmement performant sur le temps de déploiement et la qualité du déploiement au sens de ne pas s'égarer par rapport au concept qu'on devait déployer. Quatrième point, il y a un vrai sujet qui en tous les cas, qui chez nous prend forme et rentre dans les consciences, notamment des équipes dirigeantes, c'est le sujet des usages, c'est-à-dire qu'on sort enfin, oserais-je dire, de la technique pour véritablement mettre les usages au cœur. Et j'étais très contente parce que vous savez d'où je viens, et on avait une réunion avec l'ensemble des DSI, là, c'est pour ça que j'étais en retard. Et pour la première fois, ils ont parlé usage, et ils ont demandé à ce qu'on mette vraiment les usages en tête de liste de nos priorités, ce qui est quand même remarquable. Voilà. La réflexion et l'approche qu'on va avoir du choix des futurs outils va être évidemment assez différente de ce qu'on aurait pu imaginer encore il y a quelques mois ou quelques semaines. Et donc ça pose la question de l'intégration des outils et des briques applicatives entre elles pour ce qui est de la collaboration, j'entends, et des différents outils de collaboration. Et donc de ce sujet de intégrer versus juxtaposer. Et derrière, ça emmène d'ailleurs un sujet qui émerge aussi chez nous et qui devient conscient, qui est le sujet de l'impact de tous ces outils sur la qualité de vie au travail et surtout, effectivement, le temps de travail et l'efficacité au travail. Je précise d'ailleurs que ce qu'on constate également sur le terrain, quand on laisse faire les équipes et quand on met en avant les usages et rien que les usages, des outils comme la communication instantanée, audio, vidéo et visio dans le poste de travail par exemple, sont très très largement plébiscités, d'ailleurs presque beaucoup plus que le réseau social, parce que ça reste humain. Parce qu'il y a toujours soit des voix, soit des têtes à chaque bout de la chaîne. Donc on peut presque se toucher. Et donc ça reste humain, et par contre ça fait gagner un temps fou, et quand c'est bien utilisé, c'est extrêmement productif aussi. Donc ça, ce sont des choses qui émergent très très fort. Cinquième point, parmi les autres sujets qu'on traite, mais qui sont toujours autour effectivement du bouleversement et de l'impact du numérique sur le travail et sur l'humain, c'est tout ce qui a impact sur la DRH. Et très clairement, là, nous, on est en train de prendre un vrai virage et une prise de conscience forte qu'il faut qu'on revoie complètement nos processus RH et notre façon d'identifier, de gérer les talents, de gérer la mobilité, etc., etc., et les outils que nous avons, ou pas d'ailleurs, à disposition, et de les revoir vraiment par rapport aux collaborateurs, en ayant le collaborateur au centre et avec une vraie logique d'usage. Donc la notion d'usage commence à faire ses petits, et avec un sujet un frein de crainte qui commence à se lever sur l'utilisation de la data. Donc on a moins peur d'en parler, et il y a des chances qu'on fasse quelques tests d'ici la fin de l'année sur le sujet, pour voir, et donc pour expérimenter, et pour le faire d'ailleurs en toute transparence, hein, évidemment, en mettant les règles du jeu sur la table et en les discutant
en avance de phase avec nos partenaires sociaux. Est-ce que tu peux juste préciser ce que tu veux dire par l'utilisation de data, enfin quel type de data RH les données de profil, par exemple, parce qu'on s'aperçoit aussi que la donnée de profil, donc là, si on prend le réseau social, par exemple, mais c'est pas le seul endroit où il y en a, ou dans l'annuaire quand il est correctement fait, la donnée de profil individu renseigné, qualifié, jusqu'à renseigner s'il le souhaite et s'il a des bénéfices en retour avec ses compétences, ses appétences, ses centres d'intérêt, etc., plus tout ce que nous pourrions utiliser, qu'on ne fait pas à date, parce qu'on n'a pas voulu le faire à date, mais sur les données issues des échanges, et notamment des échanges à travers du réseau social, donc du graphe social, qui permet de voir émerger des signaux forts, des signaux faibles, etc. Et donc de le traduire en bénéfice pour l'entreprise et pour le collaborateur, hein, parce que s'il n'y a pas de bénéfice, c'est pas pour fliquer qu'on fait ça, c'est très clair. Mais il faut que ça serve des politiques RH, il faut que ça serve des politiques éventuellement d'efficacité et de performance économique. Donc l'idée de travailler autour de ces sujets-là, aujourd'hui, n'est plus tabou. Je ne vous aurais pas dit la même chose il y a 1 an, voire même il y a 6 mois. Et donc, on a engagé là tout un travail sur un cadrage et pour aboutir probablement au 2e semestre à des mises en œuvre de début d'expérimentation sur le sujet, parce que quand même, objectivement, on se cherche. Je pense que pour vous, c'est pareil, mais on se cherche. Donc, on va apprendre en marchant. Et peut-être pour rien en faire à terme. Et puis le dernier point, c'est effectivement tout ce qui tourne autour de l'échange avec les partenaires sociaux, et des sujets qu'on pense qu'il conviendrait d'échanger, de travailler avec eux, et ce que moi j'observe avec une autre casquette, qui est aussi leur compréhension du sujet, enfin au moins pour certains d'entre eux, et leur instruction du sujet, donc autour effectivement notamment de la data. Et je trouve ça intéressant parce qu'il y a des vrais efforts de fait de part et d'autre pour bien comprendre ce dont on parle, pour bien essayer de mesurer les enjeux et les risques, et pour pouvoir effectivement dialoguer de manière plus intelligente qu'avec des blocages parce qu'on méconnaît le sujet et que voilà, on a peur, donc on freine. Donc il y a tout ce sujet autour de la data. Il y a aussi le sujet autour du caractère volontaire ou obligatoire des outils collaboratifs. C'est-à-dire que jusqu'à présent, en tous les cas tous ceux que je connais, et nous y compris, on est plutôt dans le volontariat, même totalement dans le volontariat. Après il y a un sujet de se dire, est-ce que ça devient un outil de travail ? Et auquel cas, au même titre que la messagerie, finalement, il est difficile de s'en passer, et donc ça fait partie de vos outils, entre guillemets, de la boîte à outils obligatoire, dont vous vous servez naturellement. Ce qui embarque, bien évidemment, derrière tout ça, des bouleversements dans la façon de travailler. Je vous parlais du softphone tout à l'heure, c'est pas innocent. Quand on met à quelqu'un qui n'a pas l'habitude un réseau social, donc qui est une autre façon de se comporter, hein, quand même, surtout dans un monde très, très processé, très hiérarchisé, avec des règles bien précises, et voilà, et qui durent depuis longtemps. Quand on lui met un réseau social, quand on lui dit bah, tu n'as plus de téléphone fixe, tu as un softphone, donc en fait c'est ton PC qui va sonner si tu oublies de le paramétrer, en gros c'est ça, hein. Et puis tu vas être interrompu à peu près toutes les 4 minutes, donc il faut vraiment que tu apprennes à t'en servir. Plus un smartphone, puisque pour ceux qui ne sont pas encore équipés, il y en a un certain nombre, on les équipe d'un smartphone professionnel. Donc la question c'est, est-ce que je donne mon numéro à tout le monde? Est-ce que je m'en sers comme d'un vrai téléphone? Ou d'un truc privé qui finalement est intrusif? Est-ce que je réponds quand on m'appelle? Ou est-ce que je laisse faire la boîte qui est en fait le filtrage? Enfin bon, etc. etc. Quand on met un ensemble, et plus un produit de type Link, pour ne pas faire de publicité, il est évident que ça, et tout ça dans un espace ouvert, alors qu'on venait d'un espace fermé, qu'on se retrouve à 4, 6, jusqu'à 11, alors qu'on était 1 ou 2 ou 3 ou 4 maximum, c'est sûr que voilà, il va falloir s'y faire. Donc, il y a vraiment une mise en situation, et à la limite, on a choisi en fait de plonger dans la piscine quasiment sans bouée, mais on s'aperçoit que finalement les gens arrivent à surnager. Alors personne ne se noie,
au mieux, on reste sur le bord de la piscine. Mais il y en a un certain nombre qui apprennent à nager et il y en a qui nagent effectivement très très bien. Mais tout ça, ça bouleverse et donc ça embarque des sujets de type QVT, de type droit à la déconnexion. Je pense que vous en avez peut-être parlé dans l'après-midi. Ça emmène aussi, ou ça embarque des sujets autour du télétravail, du nomadisme, parce que de toute façon, tous ces nouveaux espaces de travail, qu'ils soient numériques ou physiques, posent la question de la façon dont on réarchitecture le travail. Et puis ça pose le sujet de l'impact de la collaboration, enfin à terme en tous les cas, sur les compétences. Parce que clairement, ce ne sont plus tout à fait les mêmes compétences que vous devez développer et mettre en avant, a fortiori quand vous êtes manager, mais pas que, quand vous êtes dans un environnement de ce type versus les anciens environnements. Voilà. Et puis le dernier sujet, mais que j'ai évoqué à l'instant avec l'émergence aussi des partenaires sociaux et leur propre réflexion là-dessus, c'est effectivement tout ce qui tourne autour des data, et en particulier de ce que j'appelle moi le graphe social. Voilà. Donc les 6 points de bascule et de frissonnement qu'on observe, ce sont ceux-là, il y en a certainement d'autres, mais ceux-là sont assez marquants, notamment entre avant, c'est-à-dire il y a encore 6 mois, 1 an, et maintenant, et là il y a un vrai virage plutôt positif d'ailleurs, qui se prend. Mais ce qui veut dire aussi un énorme boulot à faire, et notamment avec les partenaires sociaux, pour d'abord arriver à se faire confiance, arriver à monter tous ensemble, parce qu'on est à peu près tous au même niveau, en maturité, pour discuter des vrais sujets, et essayer, ce qui est le plus compliqué probablement, de se projeter, puisqu'on vit quand même dans un monde qui s'accélère, se projeter à 3, 5 ans, voire un peu plus, pour imaginer effectivement la façon dont on pourrait travailler dans nos entreprises, et tout ce que vous avez pu dire avant, qui n'est peut-être pas si loin que ça, de nos réalités futures à court ou moyen terme. Parce que là, on voit ça dans le monde des indépendants, des chauffeurs Uber, etc. Mais il y a quand même des choses qui commencent à fermenter aussi chez nous, ne serait-ce que quand on emploie un certain nombre d'intérimaires, par exemple. Le monde de l'intérim change, par exemple. Donc, voilà, il y a des vrais sujets sociaux, mais et de RH, et qui vont probablement devoir être abordés en termes de relations très différemment et dans une logique, je l'espère, beaucoup moins conflictuelle, parce que pas suffisamment éduqués sur les sujets, et beaucoup plus effectivement dans la maturité et dans l'approche adulte des sujets. Ce qui pose aussi d'ailleurs le sujet des RH, des directions RH et de leurs compétences. Merci Sylvie, merci beaucoup. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que dans le bilan que tu fais, c'est qu'on voit bien que toutes les parties prenantes, au moins internes de l'entreprise, doivent évoluer. Hein. Les top managers, les collaborateurs, les partenaires sociaux, les managers. Enfin, voilà, tu dresses un bilan global, en fait. Hein. Oui, tout le monde, mais clairement tout le monde. Mais tout le monde est totalement perturbé aujourd'hui. Sauf qu'on mésestime la puissance et la puissance d'accélération des outils collaboratifs. Et on joue objectivement aujourd'hui un peu aux apprentis sorciers. C'est qu'on expérimente beaucoup et c'est très bien. Ça permet d'ailleurs de voir ce qui se passe dans la vraie vie. Mais on mésestime souvent complètement, et a fortiori dans la direction générale, la puissance de ces outils et ce que ça embarque assez naturellement sur les comportements, parce qu'il y avait une vraie attente en fait d'expression et de co-construction, mais pour de vrai. Pas de fausse concertation. Voilà. Bon, j'imagine qu'il y a un certain nombre de questions autour de ces sujets. Oui, bonjour, Xavier Terrasse, BNP Paribas. J'ai 2 questions. Alors, vous en avez parlé un peu. La première, c'est sur les syndicats, puisque je me souviens de Factéo, le smartphone des facteurs qui avait été bloqué dans un département de Normandie à cause des ondes qui pouvaient perturber les facteurs. Donc quand on passe dans un espace ouvert, j'ai bien compris qu'il fallait... Est-ce qu'il n'y a pas un vrai sujet? Parce que vous avez parlé des syndicats et des data.
comment on peut co-construire avec les organisations professionnelles, surtout que je crois qu'à la Poste, elles sont quand même assez puissantes. Et la deuxième question, vous avez parlé de beaucoup d'expériences, et il fallait dire tout à l'heure si on était content. Est-ce qu'il y a eu des expériences qui ont été des échecs? Bon, alors je vais commencer par la deuxième, parce qu'elle est plus facile. Pour arriver à faire des succès comme Factéo, comme Smartéo, comme le bureau de poste, etc., il a fallu bien évidemment en passer par des phases d'échecs, dont certaines, surtout sur le bureau de poste, assez retentissantes. Mais ça n'est que parce que nous avons eu ces échecs que nous avons pu effectivement trouver la bonne solution. Et c'est pour ça qu'on ne procède maintenant, enfin depuis ces grandes transformations-là, que par expérimentation et véritable co-construction avec des vrais laboratoires de terrain. Parce qu'en fait, c'est qu'une succession d'échecs, de petits échecs, voilà, et on finit par trouver le chemin. Factéo, ça nous a quand même pris 3 ans. Hein. Alors, si je reviens sur le sujet effectivement des partenaires sociaux et de tous ces sujets autour de data, géolocalisation, impact sur la santé, vous avez parfaitement raison. Là, on va déménager dans un immeuble, enfin dans 3 immeubles, mais notamment un évidemment extrêmement bien connecté, de façon à ce que tout le monde soit absolument mobile, puisse travailler quasiment jusque dans les toilettes, etc., etc. Mais au moins à la cafétéria. Voilà, qu'il n'y ait pas de rupture de Wi-Fi, donc on soit totalement mobile pour ne pas perdre un instant. Ça pose la question, entre autres, mais réelle, hein, des ondes, en sachant qu'on n'a pas forcément des études avérées de la part de nos amis des télécoms qui nous disent si c'est bien, si c'est pas bien, s'il faut le régler à tant de pourcents ou je sais pas quoi. Il y a bien sûr qu'on discute de tous ces sujets et bien sûr qu'on est amené très régulièrement, mais je pense que vous le faites aussi, à débrancher des bornes Wi-Fi quand quelqu'un se plaint de maux de tête avérés. Voilà. Bien sûr. On s'adapte, en fait on s'adapte. Mais il y a, enfin, je disais apprenti sorcier, on avance vraiment en marchant, mais tous, et on est vraiment dans un sujet nécessaire de co-construction, et de co-construction dès le début, y compris avec les partenaires sociaux. Parce que c'est pareil, sur Factéo, si nous n'avions pas mis les partenaires sociaux dès le départ dans les expérimentations, je pense que le sujet aurait été assez vite bloqué. Il y a eu notamment le sujet de la géolocalisation et donc du flicage potentiel. Maintenant, on a tous conclu que les bénéfices pour le facteur, en termes d'efficacité, étaient bien supérieurs à l'éventuel risque de flicage, sur lequel d'ailleurs nous nous sommes engagés par écrit à ne pas faire aussi. Et on respecte nos engagements. En plus, ça n'a juste aucun sens, parce que ce n'était pas le sujet. Mais voilà, il faut vraiment, vraiment être dans une logique d'adulte et un peu à l'allemande, en fait. Et c'est là où c'est compliqué pour nous, Français, parce qu'il faut qu'on rénove complètement aussi notre modèle de relations sociales. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires ? Justement, sur le sujet du droit à la déconnexion, est-ce que vous avez déjà avancé avec des réflexions et comment ça pourrait fonctionner, ce droit à la déconnexion? Alors, nous avons signé un accord en juillet dernier sur le sujet, qui est plus un accord avec des postures managériales. Et donc un droit pour le collaborateur, évidemment. On n'a mis aucune contrainte d'un point de vue technique. Par exemple, les serveurs bloqués à partir de telle heure, etc. Donc on est parti d'un principe qui était l'éducation, entre guillemets, des managers, l'éducation aussi des collaborateurs, parce que ça peut marcher dans les deux sens. Hein. Parce que le collaborateur qui harcèle son manager, ça peut arriver aussi. Croyant bien faire, bien entendu. Mais, donc on est plus parti sur la logique de la responsabilisation, de l'éducation, de la confiance, et on corrigera le tir sur les écarts, donc a posteriori, qui nous semble être un bon système, en tous les cas, pour essayer de tester si ça marche, et éventuellement être un peu plus coercitif s'il le faut, si effectivement ça ne marche pas. Après, il y a effectivement, dans le COMEX,
des DG adjoints qui se sont pris d'intérêt pour le sujet et d'autres pas. Mais c'est pas grave. À la limite, c'est comme les collaborateurs, chacun avance à son rythme. L'essentiel tout de même, c'est que nous ayons un regard bienveillant de notre président sur le sujet, qui voit plein d'avantages et plein d'intérêts. Et surtout, ce qui est important, parce que c'est finalement une forme d'engagement ou une forme d'accord, c'est qu'on nous laisse faire nos expérimentations à des échelles quand même assez importantes, parce que quand on fait une expérimentation sur un réseau social qui est déjà à 11 000 collaborateurs et qui va être dans 2-3 mois à 15 000 au moins, c'est une jolie ETI française. Voilà. Donc l'essentiel c'est là. Et je pense qu'en fait, on n'a pas mis d'outils de mesure sur leur degré d'engagement, leur degré de compréhension, leur degré d'appétence surtout, parce que compréhension, je leur fais confiance, mais le degré d'appétence à ces sujets-là. Mais on peut se dire aussi que tant qu'on nous laisse faire, c'est qu'ils sont d'accord et qu'ils y voient un intérêt à tester et à expérimenter. Donc c'est une forme d'engagement.